Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue sur cette chronique Qui c'est qui commande, un podcast produit par Un Petit Papour, qui s'adresse à celles et ceux qui n'ont pas le temps de s'occuper de leur vie intérieure. Je suis Frédérique Petit, femme d'entreprise, formatrice, psychanalyste jungienne. J'accompagne depuis 10 ans la vie intérieure de personnes aux commandes de projets, d'équipes, d'entreprises, ou tout simplement qui essaient d'être aux commandes du quotidien. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de Georges, personnage de fiction inspiré du réel, dont le cheminement intérieur est le fil rouge de plusieurs épisodes. Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé serait purement fortuite, mais vous pourriez vous reconnaître. Aujourd'hui, Georges s'aventure dans les méandres de son rapport à l'autorité. Dans cet épisode 6, il sera d'abord question de l'autorité qu'il projette. Nous le retrouvons par une fraîche matinée de printemps dans le bureau de Frédéric. Ce matin-là, je venais à peine de poser nos mugs de thé sur la table que Georges s'écria. « Bien, au travail. Cette fois, Frédéric, vous allez être contente, j'ai bien préparé la séance. J'ai enfin réussi à me poser la semaine dernière. Alors, j'aurais besoin que vous m'aidiez à y voir clair sur l'échange que j'ai eu avec Stéphane. Je vous avoue que tout s'embrouille un peu dans ma tête. » Avec plaisir, Georges. Mais seriez-vous d'accord pour vous arrêter juste un instant sur ce que vous venez de dire ? Votre « vous allez être contente » ? Ben oui. Enfin, vous savez, c'était juste une formule. Peut-être, ou pas. Nos petites formules automatiques révèlent parfois de grands sujets. Comment préparez-vous nos rendez-vous ? Eh bien, c'est un peu ce que je vous disais. Quand je vois notre prochain rendez-vous dans l'agenda, souvent, le temps a filé et j'ai pas eu le temps de relire mes notes. Pour être honnête, Frédéric, je relis souvent vos synthèses à l'arrache la veille de nos rendez-vous. Sauf cette fois-ci. Je suis bien content, parce que j'ai mieux anticipé. Donc, vous êtes content de vous. Et vous espérez que je le sois aussi. C'est cela ? Georges réfléchit un instant. Oui, c'est ça. Ouais, je vous vois venir. Vous allez me demander pourquoi j'ai besoin que vous soyez contente. Eh oui, c'est intéressant de détecter ce qui pourrait se jouer derrière une expression si banale. Vous allez être contente, Frédéric. Qui, en vous, aurait besoin que je sois contente de votre travail préparatoire ? Ça, c'est un résidu du bon élève en moi. Quand j'y pense, j'ai un poids sur l'estomac. J'ai la pression de bien faire mes devoirs, ou quelque chose comme ça. Et cette pression serait-elle assortie de la peur du prof ? La peur du prof. Vous voulez dire vous ? Est-ce que j'ai peur de vous ? Eh oui, en voilà une bonne question. Elle parle de vos projections sur moi, du pouvoir que vous me prêtez, et donc de votre construction face aux figures d'autorité. Les figures d'autorité, c'est-à-dire ? Les parents sont les premières figures d'autorité, mais il y en a plein d'autres. Les profs, les forces de l'ordre, le banquier, ou toute personne à qui vous conférez une autorité d'expertise, une autorité régalienne. Et ces personnes qui pourraient inconsciemment vous faire adopter une posture différente, non naturelle. Si vous êtes d'accord, utilisons notre relation pour regarder ce qui se joue pour vous quand vous êtes face à moi. Alors, quelle est l'autorité que vous me prêtez ? Enfin, Frédéric, c'est gênant ça. Vous me demandez de vous dire ce qui ne se dit pas. Georges s'agitait sur son siège, l'air embarrassé. Georges, vous dites que vous avez la pression quand vous venez en rendez-vous chez moi. Donc, restez bien concentré sur cette sensation de pression et regardez en vous. Qu'est-ce qui, chez moi, dans mon attitude, dans ma parole, dans ma posture,
pourrait vous faire peur ou vous impressionner. Un détail chez moi qui réactive l'enfant sous pression en vous. Georges n'en menait pas large. Tout son formatage de bonne éducation, matiné sans doute de pudeur et de courtoisie, bridait son expression vraie. Bon, puisque vous insistez, mais vous ne m'en voudrez pas après, hein ? J'avais l'impression de mettre Georges au supplice, mais je savais aussi tout le bénéfice qu'il y a à ausculter son rapport à l'autorité. Je l'encourageais à se lancer. « Allez-y, Georges, lâchez-vous, vous ne risquez rien, et moi non plus. » C'est votre regard, Frédéric. Georges avait plongé le nez vers le sol. Quand vous m'accueillez au début des séances, mais surtout quand la séance commence, je me sens transpercée. J'ai l'impression de ne rien pouvoir cacher, et ça me fout la pression. C'est bête, hein ? J'ai toujours un petit pic de trouille au début, je me demande si je vais me faire engueuler. Vous regardez toujours les gens comme ça, ou bien c'est juste avec moi ? J'accueillais en souriant intérieurement ce retour d'image que j'avais déjà entendu. Bravo Georges pour votre honnêteté. On m'a déjà fait ce retour. Je sais que mon attention à l'autre peut parfois paraître pesante et mettre mal à l'aise. Mais merci de ce rappel. Je vais être attentive à ne pas créer d'inconfort. Mais d'où elle vient, dans votre histoire, cette peur de l'autorité qui passe par le regard ? Je sais pas trop. Georges ferma les yeux pour mieux s'intérioriser. J'ai le visage de mon prof de piano qui vient de me passer dans la tête. Monsieur Périquet. Ah, ça fait une éternité que j'ai pas pensé à lui. J'avais 6-7 ans. C'était un vieux garçon strict, un grand échalas avec une peau de cadavre et des doigts longs et osseux. Il me foutait une trouille bleue. Avant que je ne touche le clavier, il m'obligeait à s'asseoir face à lui et à lui dire si j'avais travaillé la leçon précédente. Il me regardait fixement, et en quelques secondes, il savait si j'avais assez travaillé ou pas. Heureusement, j'ai changé de prof en quittant le quartier. La comparaison n'était pas flatteuse, mais je repris. Donc, on pourrait dire que vous êtes particulièrement sensible à un regard autoritaire, notamment dans un contexte d'apprentissage, depuis M. Périquet. Mais allons plus loin. Si mon regard vous met sous pression et qu'il déclenche une peur, c'est donc que vous me prêtez une autorité. Sauriez-vous en dire plus sur la nature de cette autorité, j'ai envie d'être à la hauteur. Vous ne vous rendez pas compte, Frédéric. Vous arrivez à lire en moi et à décoder des trucs que je ne voyais pas. Vous me faites dire des choses que même ma femme ne sait pas. Des fois, je me dis que vous êtes peut-être bien une sorcière. À cet instant, je fus frappé par la modification des traits du visage de Georges. Le masque de l'adulte avait cédé la place au visage apeuré de l'enfant. Il se reprit et la crispation s'effaça pour laisser de nouveau place au Georges adulte. Non, blague à part, vous m'aidez à avancer, et j'ai envie que vous soyez content de moi. C'est grave. La confiance que vous m'accordez est nécessaire pour que je vous aide à éclairer vos zones d'ombre, parce que c'est difficile de le faire seul. Mais je vous embête un peu là, mais je vais insister. J'aimerais vous faire prendre conscience que votre désir de bien faire pourrait également être encombrant pour notre relation. Que voulez-vous dire, Frédéric ? Vous sembliez très embarrassé de me faire ce retour d'image. Mais maintenant que c'est dit, ça permet à notre relation d'évoluer. Vous et moi, on sait qu'il pourrait s'installer entre nous une forme de dissymétrie, puisque vous pourriez avoir tendance à me mettre en posture haute, celle du prof si vous voulez.
D'une certaine manière, en prenant conscience et en décidant de l'exprimer, on renonce à jouer à ce jeu-là. Moi, je renonce à la toujours possible jouissance de mon autorité, et vous renoncez à rester bloqué dans une posture de premier de la classe. Nommer de façon explicite ce qui pourrait rester dans l'implicite, ça tue le jeu, car les projections cessent, et c'est parfait ainsi. Vous venez de sacrément réduire une distance jusqu'ici invisible entre nous. Est-ce que vous le sentez ? Oui. C'est comme si... Comment je peux dire ? C'est comme si vous étiez redevenu normal. Mais je reste un peu soucieux quand même de savoir si je vous ai pas vexé avec mes histoires de regards et de sorcières. Tout va bien, Georges. Et si vous m'aviez vexé ou blessé, c'est toujours la même chose. Ce serait à moi d'aller bosser dessus, pour comprendre ce que ces propos-là viennent égratigner. Mais c'est pas le cas. Pour une raison très simple, mais que je ne partage jamais. J'appartiens à une longue lignée de sorcières. Georges s'esclaffa, tout en vérifiant du coin de l'œil si je plaisantais. Je poursuivis en souriant. Allez, si ça vous va, on reprend le fil de cette séance. Bah oui, ce serait dommage de s'arrêter là, répondit Georges. Pour une fois que j'ai pris le temps de la préparer. Mais j'ai encore une question. Le visage de Georges s'était éclairé d'un large sourire taquin, et il me demanda en se penchant vers moi. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez vraiment de moi. Ça vous arrive d'avoir des projections sur moi ? Faussement indigné, je m'exclamai. Alors ça, secret professionnel, mais qu'est-ce que c'est que cette demande ? Oui, à l'instant, je vois un petit bonhomme qui aimerait bien savoir si la prof l'aime bien. C'est pas vrai ? Bon, allez, plus sérieusement. Bon, personne ne peut s'empêcher de voir chez l'autre des choses qui lui appartiennent. J'échappe pas à la règle. Mais plus on développe sa conscience et mieux on repère les projections dans les échanges. Dans le cadre de notre relation, ma responsabilité professionnelle est d'être lucide quand mon histoire personnelle vient brouiller l'écoute que j'ai de vous. Je vais vous donner un exemple. Nous avons tous les deux un fils de 22 ans. Ah, vous l'ignoriez. Ben voilà, vous le savez. Quand vous me parlez d'Alessandro, je ne peux pas m'empêcher de faire des parallèles avec mon propre fils. Mais ma responsabilité est de le repérer, de le travailler, pour éviter d'être prise dans ce contre-transfert. Et ça vous arrive de travailler avec des personnes que vous n'aimez pas ? Des personnes que je n'aime pas, non, dit comme ça n'a pas de sens pour moi. Par contre, des personnes qui me font bosser sur moi plus que d'autres, oui, bien sûr. Mais mon cher Georges, vous n'avez pas l'impression d'inverser les rôles ? Allez, au travail. Cet épisode 6 braque le projecteur sur l'autorité rencontrée durant l'enfance et qui se rejoue malgré nous à l'âge adulte. Enfant, dans nos relations face à l'autorité, chacun de nous a fait ce qu'il a pu. Selon les circonstances, on a obéi gentiment, ou bien on s'est soumis, ou on s'est opposé, ou on a triché, on a transgressé, etc. À l'âge adulte, chacun porte les traces de son vécu face à l'autorité. L'enfant que nous étions a développé une façon spécifique de s'adapter aux demandes de l'environnement. Quand l'enfant intérieur prend les commandes, on verra s'activer en nous le collaborateur zélé, obéissant, ou celui qui cherche à être le chouchou, le vrai rebelle, le faux docile, le bon élève rassurant, le premier de la classe, le fidèle pilier, celui qui ne fait pas de vagues, celui qui rassure la figure d'autorité, celui qui amuse la galerie, etc. En quittant l'enfance, nous avons développé en nous toute la panoplie des postures d'autorité, selon ce qu'on a intégré comme modèle. Quand nous sommes en situation d'autorité, nous pouvons, tour à tour, devenir tyranniques, être un de ceux qui disent « débrouillez-vous entre vous, je ne veux rien entendre », être celui qui râle, celui qui sanctionne,
celui qui tranche et crée de l'injustice, celui qui crée des jalousies par ses préférences pour l'un ou l'autre, celui qui veut être aimé de ses enfants, réel ou symbolique, celui qui refuse de poser un cadre, celui qui manipule pour arriver à ses fins sous couvert de stratégie, celui qui est tellement attaché à l'autonomie de l'autre qu'il en devient absent, ou encore celui qui jouit de son autorité jusqu'à en faire un pouvoir. L'accompagnant a toutes les chances d'être transformé malgré lui en figure d'autorité, ce qui va faire ressurgir les conditionnements issus de l'histoire de l'accompagné. Il se transforme en une idole, tour à tour admirée ou détestée, comme l'étaient les parents dans l'enfance. Il s'agit donc de s'approcher suffisamment de ce jeu subtil entre accompagnant et accompagné, en veillant à ne pas s'y identifier. Si l'accompagnant garde cela à l'esprit, il coupera l'herbe sous le pied de l'ego, toujours prompt à vouloir exister. L'accompagnement de l'autre est un théâtre vivant, une scène d'expression des suradaptations de l'accompagné et de l'accompagnant, qui gagne à être mise en lumière pour sortir des jeux de rôle inconscients et lâcher les pouvoirs qui rendent toute relation vraie impossible. Voilà pourquoi je dis qu'il faut déboulonner les idoles. En nous. Allez, en attendant de découvrir comment l'autorité de Georges s'est exprimée avec Stéphane, c'est à votre tour de vous questionner sur votre vécu face à l'autorité. Comment l'enfant que vous avez été s'est-il construit face aux figures d'autorité qui vous entouraient? Si le cadre est flottant ou absent, comment le vivez-vous? Quand vous réalisez une mission demandée par une figure d'autorité, votre boss, un actionnaire, votre médecin, ou peut-être même votre conjoint si vous lui prêtez de l'autorité, vous faites cela avec quelle posture intérieure? Par devoir? Par soumission? Par souci d'être valorisé? Regardez bien en vous, attentivement. Qui c'est qui commande dans votre vie? Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez réécouter ce podcast Qui c'est qui commande autant de fois que vous le voulez et suivre les aventures intérieures de Georges dans le prochain épisode. Dans cet épisode 7, nous poursuivrons la séance sur le thème Déboulonner les idoles et nous écouterons Georges se confronter à sa propre autorité. Merci de partager ce podcast si vous pensez qu'il peut être un repère pour d'autres personnes. À bientôt.